Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être revenus aussi et d'avoir tenu bon jusqu'à la séance 6, donc cette dernière séance qu'on a ensemble aujourd'hui, qui est dédiée à l'exercice. Je vais démarrer assez vite parce que le programme est chargé. Vous allez voir, hop, donc on a pas mal d'intervenants qui viennent aujourd'hui. Il y aura monsieur Alain Chevalier, conseiller prévention sécurité des patrimoines à la délégation à l'inspection, la recherche et l'innovation, mission de la sécurité, de la sûreté et de l'audit. Monsieur est là. Bonjour monsieur. Merci. Nous aurons aussi Philippe Mikouro, qui viendra, qui est juste à côté, merci, bonjour. Donc, bureau de planification opérationnelle, section doctrine Rétex, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Nous aurons ensuite Marie Guilleuse, qui est chargée de la gestion des collections à l'UNESCO. Nous avons Bénédicte Joly qui nous rejoindra aussi, donc régisseur des collections au musée archéologique du pays thionvillois, la Tour aux Puces. Et puis deux autres interventions. Alors Charlotte Maillard, régisseur général des collections au musée d'art et d'archéologie de Besançon. Et puis Séverine Petit, responsable des collections musée du temps à Besançon. Voilà. On va, comme à chaque fois, faire un petit bilan de la session précédente, voir comment vous avez pu avancer, les difficultés également que vous avez rencontrées. Donc, à ce questionnaire-là, cette fois-ci, nous avons eu 148 réponses. En fait, c'est à peu près stable sur toutes les dernières sessions. Merci pour votre fidélité, pour votre engagement aussi et votre temps, le temps que vous avez passé à répondre à ce questionnaire. Donc, vous allez voir que, effectivement, là, on approche de la fin. C'est des dernières étapes de la rédaction du plan de sauvegarde, peut-être aussi les plus laborieuses à mettre en place. Donc la première question a été, avez-vous pu commencer à identifier et à lister l'ensemble des collaborateurs extérieurs à votre établissement, utiles à contacter lors d'un sinistre? Donc bon, majoritairement non, hein. Je pense qu'il y a une question évidemment de temps là-dedans, mais vous verrez que généralement 30% de ces 148 personnes qui ont répondu répondent oui, et donc c'est très encourageant pour nous. Ensuite, avez-vous constitué la cellule de crise de votre établissement avec donc les noms et les coordonnées des personnes concernées? Donc dans la majorité, malheureusement non, probablement aussi faute de temps, mais toujours ces 30% qui sont là, qui sont présents. Ensuite, nous vous avions demandé si vous avez pu collecter et intégrer au plan les coordonnées des agents volontaires. Et donc également, dans la plus grande majorité, non, pas pour le moment. Et puis, avez-vous pu établir le schéma de circulation de l'information lors de la crise? Là, on a toujours ce même schéma de réponse, donc dans la plus grande majorité, pas encore eu le temps d'intégrer cela. Et puis cette question relative au code du travail, qui est peut-être le point le plus complexe ou le plus difficile à mettre en place, où il faut vraiment des interlocuteurs qui s'y connaissent. Là, la personne ne s'y est vraiment encore attelée. Avez-vous ensuite identifié le lieu de commandement de la cellule de crise? Pas encore, ça reste encore à améliorer et à établir. Avez-vous identifié le lieu d'accueil pour les participants au sauvetage? On retrouve cette même répartition. Et puis, avez-vous élaboré un plan de formation et de sensibilisation des agents? C'était vraiment en fait le nœud de cette session précédente. Donc pareil, malheureusement pas encore de plan vraiment élaboré. Et pour ceux qui ont répondu oui, donc pour les 30% qui se sont lancés dans cette rédaction, dans cette mise au point, avez-vous déjà démarré ces actions auprès des agents? Donc il y a 16% qui ont déjà démarré, ce qui est quand même très très encourageant. Ça veut dire qu'en à peu près un an de travail, on arrive déjà à être quasiment à la fin
du processus, en fait, ce qui est quand même très, très bien. Et ensuite, il y avait la question sur la phase d'identification et de constitution des ressources humaines pendant la crise. Est-ce que cela vous a semblé difficile, sans difficulté majeure, ou au contraire très facile? Et en fait, bon, sans grande surprise, la majorité a répondu que c'était quelque chose de difficile. Effectivement, je pense que c'est une des parties où on a besoin le plus d'interlocuteurs, en fait, que ce soit au musée ou à l'extérieur. Donc c'est des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps, donc il faut s'y atteler, c'est faisable, ne vous découragez pas, mais c'est sûr que c'est une étape laborieuse. On en est tout à fait conscient et c'est normal si vous avez cette impression-là de difficulté. Et faites-vous face à des difficultés administratives ou institutionnelles à cette phase, eh bien, c'est 50-50 quasiment. Donc, voyez cette partie, le fait de devoir faire appel à de nombreux services, à de nombreux agents, voilà, ça ralentit le processus évidemment. Et puis, on avait demandé, parce qu'on sentait bien que c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en place comme ça en si peu de temps. Donc si vous n'avez pas eu le temps de démarrer cette phase ressources humaines de votre PSBC, pourquoi n'avez-vous pas eu le temps? Et donc par manque de temps à 80%. Voilà. Et après, il y a évidemment des difficultés de priorisation, c'est-à-dire que le PSBC n'est pas la priorité de l'institution, pour le moment en tout cas, des difficultés à sensibiliser la hiérarchie aussi, le manque de personnel, et puis j'imagine, je ne l'ai pas mis là, mais ça va de soi, le quotidien aussi, hein, il faut se dégager du temps, et pour cette dernière étape, c'est pas forcément évident, d'autant plus si les précédentes ne sont pas déjà rédigées et mises au clair. Voilà. Je vais passer la main pour l'introduction et donc vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne session de formation. Merci Martina. Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve pour la dernière séance de webinaire et cette séance est consacrée aux exercices et la mise en œuvre des exercices. Donc on va se partager la parole avec les différents intervenants que Martina a cités. En introduction et pour rappel, les plans de sauvegarde ne font pas l'objet d'une validation réglementaire. Il n'y a pas de contrôle scientifique et technique de l'État dessus. Donc il n'y a pas d'outil d'évaluation pour la validation des plans de sauvegarde. Donc on considère que le plan ne vaut que s'il est testé et c'est finalement par l'épreuve du feu, sans mauvais jeu de mots, que l'exercice sera, que le plan de sauvegarde sera finalement validé. L'exercice va permettre plusieurs choses. En premier lieu, il va permettre d'améliorer la stratégie par le test, en le confrontant aux réalités de terrain. Il permettra aussi aux services de secours d'effectuer une manœuvre et de se familiariser avec les spécificités des établissements patrimoniaux. Pour l'établissement, ça permettra aux équipes de connaître le plan de sauvegarde, de prendre confiance aussi en eux et dans la stratégie de sauvegarde qui sera déployée autour de ce plan de sauvegarde qui reste à s'approprier au niveau de l'établissement. Donc, il est plus qu'indispensable, car il va permettre d'assurer et de vérifier la cohérence du plan de sauvegarde, tout en participant à la formation du personnel. Et comme je vous le disais, c'est vraiment cet exercice qui va valider sur le terrain le plan de sauvegarde qui aura été théoriquement établi. Alors, première chose à faire, les premiers éléments déjà avant de se lancer dans la préparation de l'exercice, c'est de dimensionner cet exercice. Quel périmètre pour l'exercice? Et vous allez voir qu'il y en a 3 distinctes. En partant du plus important, c'est-à-dire l'exercice grandeur nature qui va engager à la fois les services de secours et l'établissement avec les volontaires. Donc là, on va essayer d'être dans un exercice qui se rapprocherait le plus de la réalité, dans des conditions qui peuvent être dégradées, qui permettra d'aborder tous les aspects opérationnels de l'établissement, tant pour les secours que pour les volontaires qui y participent. Et il permettra
à la fois un exercice classique d'évacuation comme on les vit annuellement avec un exercice incendie classique d'évacuation, regroupement, etc. Et qui permettra aussi de se concentrer sur la partie fonctionnelle du plan de sauvegarde, notamment en utilisant le plan de sauvegarde. Pour les services de secours, on est sur une manœuvre classique et qui donc va inclure le volet opérationnel du plan de sauvegarde, donc toute la partie que vous avez rédigée de plans, de fiches d'œuvre prioritaires, d'identification d'espaces de repli, etc. Donc on engage dans ce type d'exercice la totalité du plan de sauvegarde, à savoir la partie opérationnelle et la partie fonctionnelle. Donc lors de ce type d'exercice, on peut aussi recourir à des ressources extérieures, par exemple des bénévoles du bouclier bleu, mais ça peut être aussi les bénévoles du musée qui sont habituellement engagés, les amis du musée par exemple, pour aussi voir comment est-ce qu'on peut bénéficier de leur temps et de leur aide en cas de sinistre. Alors, l'objectif de cet exercice grandeur nature, il y en a plusieurs, c'est de tester l'ensemble du plan de sauvegarde, comme je vous le disais, les deux parties, opérationnelles et fonctionnelles, tester la coordination entre les services de secours et l'établissement, vérifier la stratégie de sauvegarde qui est définie dans le plan de sauvegarde, s'assurer que tout ce qu'on a imaginé de manière théorique fonctionne bien dans la réalité. Et ce sera aussi l'occasion pour les équipes d'acquérir les bons gestes, de se familiariser au plan de sauvegarde, de travailler en groupe et dans des conditions qu'on ne connaît habituellement pas, et aussi donc de partager la stratégie qui aura été préalablement définie. Donc en termes de durée, on estime que ce type d'exercice dure en moyenne une journée, étant donné qu'il engage beaucoup de personnes. 2 heures pour l'intervention des pompiers, 2 à 3 heures pour la partie traitement. Donc là, on est vraiment sur la partie fonctionnelle du plan de sauvegarde. On considère aussi qu'en raison des difficultés qui peuvent surgir pour mettre en œuvre ce type d'exercice, l'exercice peut se tenir tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Et en termes d'organisation, on va être sur un délai organisationnel de 3 à 6 mois, selon le scénario que vous imaginez. Et vous aurez besoin de matériel et donc d'un petit budget affecté pour la réalisation de cet exercice. Ensuite, dans les exercices un peu moins dimensionnants, on va avoir l'exercice manœuvre, donc qui est juste l'intervention des services de secours. Pour le coup, c'est plutôt un exercice classique d'évacuation du personnel pour l'établissement, donc alarme, évacuation, etc. Et pour les pompiers, une manœuvre avec un focus plan de sauvegarde, donc avec voilà, un volet un peu plus spécifique sur la question patrimoniale. Dans ce cadre-là, les volontaires ne sont pas nécessairement mobilisés, excepté le coordinateur du plan de sauvegarde et quelques personnes qui devront aussi être en relation avec les services de secours. Donc l'idée, c'est aussi de s'assurer de la coordination et que tout ça fonctionne bien entre établissements et services de secours. Donc l'objectif, en premier lieu, il est plutôt pour les pompiers, en favorisant la connaissance des lieux, la manipulation des œuvres. Tester le plan de sauvegarde et les fiches opérationnelles. Pour le coup, on n'engage pas du tout la partie opérationnelle, traitement, etc. Valider la stratégie de sauvegarde qui est définie dans le plan de sauvegarde. Alors la durée, là on est sur plutôt une demi-journée, 2 à 3 heures pour les pompiers, avec une périodicité qui peut être annuelle ou tous les 2 ans. Donc ici vous avez une photo d'un exercice qui s'est tenu au CNAM en 2021, qui n'avait engagé que les pompiers et les principaux référents du plan de sauvegarde. Alors le délai d'organisation, il est d'environ 3 mois et il va nécessiter, comme vous le voyez à l'image, un peu de matériel, notamment pour l'évacuation des œuvres. Enfin, le dernier type d'exercice qui est plutôt une sensibilisation interne ou de la formation interne pour les volontaires uniquement, donc sans engagement des services de secours extérieurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le personnel à toute la partie fonctionnelle du plan de sauvegarde. Et on peut envisager ce type de formation sous forme de séquence, donc on n'est pas obligé de faire des gros exercices, on peut juste se dire qu'on teste la chaîne d'appel, qu'on teste de la manipulation d'œuvres sinistrées, voilà, des choses assez simples mais néanmoins essentielles dans la bonne prise en compte du plan de sauvegarde. L'objectif, c'est de s'entraîner en interne, d'acquérir les bons gestes,
de tester les procédures internes, de répéter le travail en équipe dans un contexte d'urgence. Et on peut être sur des sessions d'1 à 2 heures selon la séquence que vous aborderez. Donc c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus fréquentes dans l'année. Ça peut être tous les ans, mais il peut y avoir une ou plusieurs thématiques qui sera abordées dans ce cadre-là. Et on peut être sur un délai de 3 mois pour la mise en œuvre et sans nécessairement besoin de matériel, étant donné que si on teste la chaîne d'appel, c'est juste vérifier un dispositif déjà existant. Voilà pour ce qui était du choix du dimensionnement de l'exercice qui ensuite va conditionner toute la préparation de l'exercice que vous allez mettre en œuvre. Donc pour ce faire, je laisse la parole à Juliette Rémy qui va vous donner les conseils pour la préparation de l'exercice. Bonjour à tous. Donc effectivement, une fois que vous avez fait ce choix du dimensionnement de l'exercice, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail pour la préparation, avec plusieurs étapes qu'on va détailler ensemble. Donc la première, c'est de bien établir un scénario. Effectivement, ça ne va pas être complètement freestyle cet exercice, vous devrez quand même suivre un peu une ligne que vous aurez préparée et notamment lever un certain nombre de questions parmi lesquelles, alors si on part sur un scénario feu, d'où est-ce que le feu part, comment est-ce qu'il se propage ? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme lieu de repli ou de traitement? Parce que ça, alors on le détaillera un peu plus tard, mais ça pourra être des lieux identifiés comme tels dans votre PSBC ou des lieux un petit peu différents selon la situation et les locaux que vous utilisez. Vous pourrez choisir dans ce scénario, bien sûr en concertation avec les services de secours également, d'intégrer ou pas des victimes, je vous rassure, des fausses victimes, bien sûr, il ne leur arrive rien dans la vraie vie. Éventuellement de travailler, donc voilà, là encore, selon ce que vous avez choisi, sur l'évacuation de fausses œuvres, de facsimilés. Sur la protection aussi sur place, ça peut être un choix de travailler sur cet aspect-là. Donc là, protection soit de facsimilés, soit d'œuvres réelles, on y reviendra également. Et de travailler, donc là encore, selon ce que vous avez choisi comme dimensionnement d'exercice, de travailler sur le traitement ou pas des objets que vous aurez évacués. Vous pouvez choisir donc là aussi soit de faire alors ce qu'on va appeler une petite ou une grande noria en reprenant le vocabulaire des secours. Donc la petite noria, ça va être juste le transfert donc en cadre d'évacuation des œuvres vers l'espace de repli, donc l'espace le plus proche, mais quand même en dehors de la zone sinistrée, ou ce qu'on va appeler la grande noria, donc un transport plus loin vers l'espace de traitement. Et vous pouvez aussi choisir, au moment de l'établissement du scénario, Marie l'a évoqué un petit peu, de choisir si cet exercice sera programmé en concertation avec le personnel de l'établissement ou au contraire, est-ce que le personnel ne sera pas réellement prévenu et que du coup on va tester aussi certains procédés d'évacuation notamment. Donc voilà, vous choisirez un petit peu tout ça. Alors ce scénario, en fait, il pourra être établi à plusieurs niveaux, là encore selon le choix qui sera fait du dimensionnement de l'exercice. Donc si c'est juste un exercice formation interne, évidemment le scénario sera établi en interne. Par contre, si c'est le cas 1 ou 2 détaillé par Marie, donc un exercice vraiment grandeur nature ou un exercice manœuvre, eh bien il va falloir établir le scénario avec les pompiers puisqu'ils seront partie prenante de la réalisation de cet exercice. Donc vous devrez établir ce scénario en collaboration avec eux. C'est ce qu'on voit ici sur la photo pour un exercice donc, qui a eu lieu aux Archives nationales il y a déjà une petite dizaine d'années. Et oui, déjà. Ce scénario, en fait, pourquoi c'est le point de départ? Parce que c'est ça qui va vous permettre d'établir après un rétro-planning de tout ce que vous aurez à faire, en identifiant tout ce que vous aurez besoin aussi, à la fois du point de vue humain et du point de vue matériel. Donc ça va être vraiment le point de départ de la préparation qui va ensuite dérouler tout le reste. Et effectivement, donc, ça va répondre à vos besoins internes en termes de préparation. Et puis pour les pompiers également, ça va leur permettre de fixer la date, donc assez en amont de préférence, et puis de réserver les ressources nécessaires à la réalisation de cet exercice.
En fait, ce qui va être important aussi, c'est quand même de choisir un scénario qui va rester en cohérence avec les risques que vous aurez identifiés dans la phase 1 de la rédaction du PSBC, donc les risques identifiés et évalués pour votre établissement. Donc, par exemple, si vous choisissez de partir sur un scénario de dire il y a un feu d'origine électrique, eh bien, il va être important donc de le localiser, ça je l'ai évoqué, et puis aussi de dire ok, c'est un appareil électrique qui marche pas, ou c'est une armoire électrique qui est défaillante, qui dysfonctionne, etc. Enfin voilà, de trouver quand même une cause un peu précise et crédible par rapport à votre situation, et puis de le localiser donc précisément parce que la localisation de l'incident va ensuite avoir un impact sur du coup la propagation probable soit du feu, soit des fumées, et où ça peut s'accumuler, et de l'eau qui pourra affecter les biens culturels. Donc c'est important de choisir un lieu précis, ce qui va du coup après dimensionner l'impact aussi de l'accident. Pour bien débuter, on vous conseille de commencer par quelque chose d'assez simple, ce qui va vous permettre, parce que vous verrez, c'est quand même, c'est une épreuve qui est aussi un peu complexe parfois, de ne pas vous décourager si jamais vous voyez qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, et puis petit à petit de gagner en complexité quand vous serez de plus en plus aguerri. Alors, pour vous donner un exemple, ici, il y a quelques années, on a fait aussi un exercice, alors grandeur nature, dans le cadre d'une formation aussi donnée par le ministère de la Culture. Et donc, on avait établi un scénario assez précis, assez crédible aussi, vous le verrez. Donc, le point de départ du scénario, c'était qu'il y a un départ de feu qui se produit dans une salle de l'atelier peinture, donc la salle qui est matérialisée en rouge sur le plan. Et ce départ de feu, à quoi est-ce qu'il est dû? Au dysfonctionnement d'un appareil électrique qui est placé à proximité d'une hotte aspirante. Donc ça, voilà, c'est une situation crédible au sein de notre établissement. Et puis, du coup, le feu et les fumées vont se propager dans les combles via la hotte aspirante. On avait choisi aussi à cette occasion de faire 2 victimes dans cet accident. Je vous rassure, elles vont bien. Donc 2 victimes évacuées par les pompiers. On reverra quelques détails tout à l'heure, mais du coup ça leur permettait aussi de tester le secours aux personnes dans le cadre de cet exercice. Et donc, comme il fallait quand même former aussi des stagiaires sur la prise en charge d'œuvres sinistrées, eh bien, on avait fait le choix d'activer le plan de sauvegarde. Et donc, les volontaires qui participaient à cette formation, qui étaient non formés, ils avaient 1 jour de formation derrière eux, eh bien, devaient prendre en charge ces objets sinistrés. Donc là, voilà, on testait un peu tous les volets de la chaîne, et effectivement, l'exercice avait duré la journée complète. Alors, donc ça, c'était pour l'étape choix du scénario. Ensuite, il va falloir, donc une fois que vous aurez bien débroussaillé ce premier aspect, préparer matériellement, si je puis dire, votre exercice. Alors là, il va falloir penser à pas mal de choses, vous allez voir. Déjà, pour ce qui est des œuvres, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous faites le choix de travailler sur vos œuvres réelles en condition dans votre musée ou dans vos réserves? Est-ce que ce sont des œuvres un peu factices, voire sacrificielles? Eh bien, en fait, pour prendre cette décision, il va falloir vous poser un certain nombre de questions en fonction de ce que vous voulez tester. Par exemple, est-ce que vous voulez tester les procédures de décrochage ou de protection sur place, de bâchage d'œuvres qui seraient exposées? Si vous voulez tester ces aspects-là, eh bien, là, on peut choisir en fait l'un ou l'autre, mais on peut choisir tout à fait de travailler sur des œuvres réelles. C'est ce qu'illustre la photo que vous avez là. Ça, c'est un exercice qui a eu lieu au musée du Louvre, où donc les pompiers s'entraînent à poser des bâches sur des œuvres en contexte d'exposition. Donc effectivement, ça peut vous permettre de tester combien de temps ça prend, par exemple, de décrocher des œuvres ou de les bâcher, de les protéger, et les difficultés éventuellement que vous rencontrez, auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé a priori. Donc là, est-ce que l'exercice doit se faire sur œuvre réelle, ou est-ce que c'est mieux de commencer par des
pas des vraies œuvres, des œuvres factices, voire des œuvres qu'on peut détruire dans la manœuvre le cas échéant, et bien là encore, si vous faites le choix de travailler sur des œuvres réelles, vérifiez quand même qu'elles ne sont pas trop fragiles et que vous n'allez pas leur faire prendre trop de risques en testant ces procédures sur des œuvres, sur elles. Effectivement, si vous faites le choix de travailler sur des œuvres factices, eh bien, ça permet de limiter la manipulation d'œuvres qui seraient potentiellement fragiles. Et du coup, voilà, on peut commencer par faire le choix de dire je travaille sur des œuvres factices et puis après je teste vraiment mes procédures de bâchage, de décrochage sur d'autres œuvres. Donc voilà, la question de la fragilité finalement des collections va rentrer en ligne de compte et puis de ce que vous voulez tester, bien sûr, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous envisagez de mobiliser du coup des volontaires sur l'aspect traitement, prise en charge des œuvres sinistrées? Et bien là, évidemment, vous vous doutez qu'on ne va pas travailler sur des vraies œuvres dans ce contexte-là. Évidemment, l'idée, ça va être de les faire travailler sur le traitement d'œuvres sinistrées. Donc, on ne va pas sinistrer exprès vos vraies collections. Donc, on va travailler sur des œuvres sacrificielles auxquelles vous aurez préalablement fait subir des dommages. On y reviendra également. Est-ce que c'est une manœuvre pompier? Eh bien là, encore, comme on le voit sur la photo, on peut faire le choix de travailler sur des œuvres réelles, ce qui leur permet voilà, aussi de tester en condition les procédures de protection ou d'évacuation. Ou s'il s'agit d'œuvres trop fragiles, on peut choisir de commencer par des œuvres factices pour tester ça. Alors, pour ce qui est des œuvres factices, effectivement, donc, on peut faire ce choix-là, c'est peut-être rassurant pour commencer. Par contre, il faut quand même se dire que, certes, ça va être des œuvres factices, on va pouvoir faire un peu des bêtises avec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même que ce soit des œuvres qui soient un petit peu comparables ou ressemblantes aux œuvres que vous avez dans vos collections, que ce soit en termes de forme, de dimension, de poids, de système d'accroche, enfin, qui vont vous permettre quand même de tester vos procédures. Pour l'exercice de 2019, donc, que j'ai déjà mentionné, on avait fait le choix de proposer à nos collègues, donc l'exercice avait eu lieu à l'automne, et du coup pendant l'été, on leur avait proposé sur la pause de midi de venir un peu laisser libre cours à leur créativité et de nous produire des œuvres. Alors je crois qu'on leur avait pas dit tout de suite qu'après on allait s'amuser à les massacrer, mais en tout cas ça avait plutôt bien marché, on avait eu pas mal de monde à ces petits ateliers. Donc effectivement, Marie l'a mentionné, il faut dégager un petit budget pour acheter un peu des fournitures. Et puis, donc voilà, on avait fait ces ateliers créatifs au C2RMF sur le temps des repas en prévision de l'exercice. On peut aussi choisir, effectivement, plus prosaïquement peut-être, d'utiliser des objets du quotidien qu'on a un petit peu sous la main. Si par exemple vous avez de la déco dans votre bureau ou dans des couloirs, on peut prendre une affiche qui serait encadrée. On peut prendre, enfin voilà, d'autres types d'œuvres. Un meuble de bureau peut remplacer éventuellement une commode ou une console qui serait dans vos collections et que vous ne souhaitez pas utiliser. Vous pouvez voir avec votre service de documentation s'ils n'ont pas des livres qui veulent mettre au pilon, qui désherbent et que vous pourriez récupérer pour ce type d'exercice, etc. Donc il est aussi possible de faire appel à des objets un peu du quotidien. Vous pouvez aussi faire le choix, ça c'est des choses qu'on fait aussi assez régulièrement, d'aller chiner des choses en brocante et d'acheter 3 fois rien, des peintures ou autre chose que vous allez utiliser pour vos exercices. Par contre, si vous faites ça, faites attention à ne pas introduire des objets infestés dans votre musée. Ce serait un petit peu ballot. Et effectivement, votre collection, entre guillemets, d'œuvres fictives, selon les dommages que vous leur aurez fait subir ou pas, eh bien, vous pouvez en réutiliser une partie pour d'autres exercices. Voilà, selon ce que vous leur aurez fait subir, pardon, et avec effectivement une attention particulière à porter aux moisissures, puisque dans la plupart des scénarios, on finit toujours par inonder ou mouiller les œuvres. Donc attention à cet aspect-là.
Alors, pour ces œuvres sacrificielles, ça va être la partie un peu satisfaisante, on peut, et même on doit, leur faire subir un certain nombre de dommages mécaniques et ou chimiques. C'est-à-dire que, eh bien, dans le cadre d'un scénario incendie, on peut les brûler. Alors, ne faites pas ça chez vous tout seul, évidemment. Il faut que ça se soit encadré, voire réalisé, en tout cas, par les pompiers ou vos services de sécurité incendie. Alors, comme on aime bien rentabiliser tout ce qu'on fait, ça peut aussi être l'occasion d'un exercice de manipulation des extincteurs, par exemple. Donc, ça peut être fait dans ce cadre-là. Mais en tout cas, oui, ne brûlez pas vos œuvres tout seul. Soyez accompagnés de vos pompiers ou de services de sécurité incendie pour ça. Mais vous pouvez aussi leur faire subir des dommages mécaniques qui n'impliquent pas l'incendie. On peut les déchirer, on peut leur marcher dessus, etc. Bien sûr, ces dégâts incendie, il faut qu'ils soient un peu préparés un petit peu en amont. On ne va pas faire ça forcément au dernier moment, parce que, alors si on veut travailler après, voilà, sur les dégâts causés par l'incendie, il va falloir du coup éteindre l'incendie, donc les mouiller, et du coup il va falloir faire un peu sécher les œuvres préalablement à l'exercice, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut en particulier faire attention aux moisissures. Mais donc voilà, tout ça se prépare en amont, parce qu'on peut pas, il y a des choses qu'on pourra faire au dernier moment, on y reviendra, mais ça, il faut que ce soit quand même un peu préparé en amont, le brûlage des œuvres. Et donc effectivement, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, selon les dégâts infligés soit en amont, soit au moment de l'exercice, eh bien, tout ou partie de la collection pourra être conservé par vous et réutilisé à l'occasion d'autres exercices. Donc dans ce cas-là, il faut bien sûr identifier un espace pour les faire sécher. Et puis, voilà, évidemment, les isoler du reste des collections. Alors, quel que soit le choix que vous fassiez, œuvre réelle ou œuvre factice, ce qui est important au moment de l'exercice, c'est de penser bien à la mise en situation des œuvres. Là encore, il faut que ce soit une mise en situation qui soit crédible, qui soit comparable dans le cas d'œuvres factices à ce que vous avez avec votre vraie collection. Donc, s'il s'agit d'un exercice en salle d'exposition, eh bien, il faut penser au système d'accrochage, à une présentation sous vitrine, enfin voilà, quelque chose qui ressemblerait à ce que vous avez habituellement. Et si vous faites le choix de faire un exercice en réserve, il faut aussi penser aux éléments de conditionnement. Donc là, ce que vous avez sur la photo, c'est encore une fois une photo qui vient de l'exercice qu'on avait réalisé en 2019. Comme on se trouvait dans un atelier de restauration, eh bien, donc on avait mis une fausse œuvre que vous retrouverez sur d'autres visuels, comme si elle était en cours de restauration en fait. Donc là aussi, on avait fait cette mise en situation de l'œuvre dans l'atelier peinture. Donc effectivement, préalablement à la réalisation de l'exercice, si vous faites le choix de travailler sur des œuvres factices, il faut prévoir ce petit temps de switch en fait, ou en tout cas de préparation pour la mise en place des facsimilés et de retirer évidemment les vraies œuvres pour les mettre en sécurité et qu'elles ne soient pas impactées au moment de l'exercice. Alors, pour continuer sur l'aspect préparation matérielle, puisque on a choisi peut-être de travailler sur des fausses œuvres, eh bien, il va falloir peut-être aussi créer un vrai faux PSBC. Alors, je m'explique. Si vous faites le choix d'un exercice manœuvre avec les pompiers, eh bien là, votre PSBC standard, vous pouvez tout à fait le garder parce que une liste d'œuvres ou des fiches d'œuvres qui en font partie pourront tout à fait suffire pour ce type d'exercice. Par contre, si vous avez fait le choix d'un exercice grandeur nature, donc avec intervention des volontaires sur des œuvres, des facsimilés ou des œuvres sacrificielles, eh bien il va falloir rédiger le PSBC qui va avec ces fausses œuvres. Donc la structure de votre PSBC va être conservée. Par contre, ce qui va changer, c'est votre liste d'œuvres et vos fiches, puisque du coup, il va falloir y intégrer vos fausses œuvres dans le PSBC et remplacer vos vraies fiches par des fausses. Donc du coup, vous pourrez créer une fausse liste d'œuvres prioritaires,
des fiches individuelles pour chacune des œuvres et puis une liste de pointage. Donc vous voyez, on retrouve là sur l'exemple ici ce fameux portrait qu'on a déjà vu, donc avec sa fiche, et puis il figure aussi sur la liste d'œuvres prioritaires. Donc voilà un exemple de faux PSBC qu'on a créé pour l'exercice qui va avec les œuvres sacrificielles. Et finalement, en fait, ce faux PSBC vous permet quand même, bien sûr, de tester l'efficacité de votre vrai PSBC, même si ce n'est pas sur le vrai que vous travaillez. Alors, c'est un élément que j'ai mentionné tout à l'heure également. Il va falloir aussi réfléchir à vos espaces de repli, voire de traitement. Puisque, effectivement, selon le scénario que vous aurez choisi, les œuvres vraies ou fausses que vous aurez choisies, eh bien, ce ne sera peut-être pas forcément les espaces de repli et de traitement que vous avez identifiés dans votre vrai PSBC que vous allez utiliser à ce moment-là. Donc, selon ce que vous imaginez, en tout cas, il faut vous assurer que les espaces que vous avez identifiés seront bien libres le jour de l'exercice. Il ne faut pas débarquer et que, en fait, non, vous ne pouvez pas du tout les utiliser parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, une réunion dans la salle, une expo ou que sais-je. En tout cas, il faut bien vérifier que tous ces espaces seront libres. Effectivement, donc je le disais, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les zones de repli de traitement que vous avez prévues dans votre PSBC. Vous pouvez utiliser pour l'exercice d'autres espaces. Et donc à ce moment-là, là aussi, il faut les reporter sur votre faux PSBC, voire laisser la décision aux pompiers de ce qu'on utilise finalement comme espace. Ce qui se passe aussi dans la vraie vie. C'est les pompiers qui peuvent faire le choix des espaces de repli à utiliser ou pas. Alors, si vous êtes joueur, vous pouvez aussi choisir, si toute cette préparation ne vous stimule pas assez, de pimenter votre exercice. En fait, au moment de la crise, peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, mais il y a des tas de choses qui se passent qu'on n'a pas prévues. Et donc effectivement, le fait d'avoir préparé un PSBC, ça va cadrer un certain nombre de choses, mais ça ne va pas empêcher la survenue d'événements un peu impondérables que vous n'avez pas prévus, mais qui pourtant pourront avoir une influence sur ce que vous allez faire ensuite. Par exemple, vous pouvez, enfin ça peut se passer dans la vraie vie et vous pouvez l'anticiper dans l'exercice, la présence ou non de la direction, avec voilà, tout ce que ça implique, peut-être votre directeur, votre directrice qui vous demande des comptes, qui panique un petit peu ou pas. L'arrivée sur place d'élus, de votre tutelle, donc de journalistes, de personnes malveillantes aussi, parce que effectivement, le moment du sinistre, c'est un peu un moment où on pense à autre chose et ça peut être aussi l'occasion de vol ou de dégradation, donc il faut aussi prendre ça en compte. Il peut y avoir des incidents, ou des accidents, mais des incidents au moment du sinistre, c'est-à-dire des gens qui font des malaises, qui se trouvent mal ou qui font des crises de panique, des objets qui chutent finalement dans le cours du transport. Vous pouvez aussi, alors bon, ça c'est des choses que vous pouvez anticiper dans l'exercice, mais dans la vraie vie ça peut se produire. Et bien évidemment, c'est votre accident, il a lieu, enfin votre sinistre, il a lieu en pleine nuit, il a lieu en plein week-end, en jour férié, il y a une grève des transports, enfin bref, tout le monde ne peut pas venir sur place. Donc il y a un certain nombre d'impondérables en tout cas qui pourront se produire et que vous pouvez aussi tester au moment de l'exercice. Et donc effectivement, la possibilité d'ajouter dans votre scénario, dans votre exercice, des événements ou des choses qui ne sont pas forcément prévues, ça vous permet aussi de tester la solidité de la chaîne de traitement, votre capacité à réagir, à s'organiser, à vous adapter, et puis à communiquer aussi avec les personnes extérieures. Donc comme on est assez... j'allais dire vicieux, c'est peut-être un peu exagéré. Comme on est très joueur, dans l'exercice de 2019, on avait essayé plein de trucs très rigolos. Donc on avait une fausse directrice qui était là, qui était un peu paniquée. On avait même un faux ministre de la Culture qui a débarqué, des faux journalistes. J'avais essayé d'aller piquer un objet. Enfin bref, on avait voulu tester plein de trucs et voilà, pour un peu éprouver en plus les pauvres stagiaires qui étaient formés. Donc voilà, vous pouvez aussi inclure ce genre de choses dans la préparation de votre exercice.
Alors, bien sûr, vous allez avoir besoin de matériel pour le jour de l'exercice qu'il va falloir déjà lister et ensuite préparer. Donc, effectivement, en fonction de ce qui figure ou pas dans votre PSBC habituellement, donc quelques exemples de choses que vous pourrez préparer. Pour ce qui est de la question du briefing des équipes, donc un tableau, des feutres, des chiffons pour effacer, les brassards pour bien distinguer les équipes et les chasubles également, des blocs-notes, des EPI bien évidemment. Pour le coordinateur PSBC, donc la partie fonctionnelle du plan, un classeur avec les fiches réflexes qui rappellent les missions à conduire et donc du coup qui vont lui permettre de briefer les équipes et de remettre au chef des différentes équipes pour bien replacer les missions de chacun. Bien penser aussi aux moyens de communication entre les chefs d'équipe et le coordinateur PSBC. Donc, est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que vous avez prévu des talkie-walkie, etc. Donc là, en fonction de ce qui figure dans votre plan de sauvegarde, il va falloir préparer ce matériel-là. Évidemment, pour les équipes d'intervention, et bien du matériel pour l'évacuation des œuvres, donc des caisses, des dollies, des chariots, des films bâches type Polyane, des étiquettes, des feutres, des stylos, des sacs poubelles, pelles, balais, etc. Pour l'équipe plutôt traitement, donc ceux qui vont prendre en charge les collections sinistrées, donc du buvard, des essuie-tout, des rouleaux de film polyester type Millard, évidemment là aussi des feuilles et des stylos pour noter, des clayettes, des sacs congélation, des ventilateurs, etc. Pour l'équipe logistique, plutôt de la rubalise, des éléments pour faire de la signalétique, aussi les éléments pour faire les petites pauses bienvenues pour les volontaires mobilisés, donc pause café et snack, et pour l'équipe sûreté, les talkie-walkie. Donc voilà, vous avez en exemple des chasubles qu'on a déjà vus ensemble donc dans la berce du SDIS de l'Oise, qui avait été utilisée lors d'un exercice à Chantilly par exemple. Donc voilà pour tout le matériel. Ensuite, il va y avoir quand même un volet de préparation administrative de cet exercice. Il va falloir, donc là encore, en fonction du scénario que vous avez choisi, de la date que vous avez choisi, vérifier un certain nombre de choses auprès du responsable du bâtiment ou du responsable technique, donc notamment les conditions d'évacuation de la fumée. Est-ce qu'il y a un désenfumage mécanique naturel? Quel serait l'impact éventuel du climat de l'espace si on utilise de la fumée? J'y reviendrai également. Donc dans la question de la date de l'exercice, donc il doit être choisi bien sûr le cas échéant avec les pompiers. Faites attention à l'activité en fait de votre établissement. Choisissez une date qui va bien, pas le jour du vernissage de la prochaine expo, pas un jour où il se passe déjà plein de trucs par ailleurs. Enfin, en tout cas, veillez à ce que ce soit une date qui soit favorable par rapport à l'activité de votre établissement. Et donc, effectivement, la plupart des musées font le choix, pas forcément systématiquement, mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile, de faire l'exercice le jour de fermeture. Comme ça, déjà, on s'épargne toutes les questions liées à la gestion du public. Effectivement, au Louvre, par exemple, ils font tous les ans un exercice, un mardi au mois de novembre. Donc, effectivement, le jour de fermeture. Si besoin, vous pouvez aller jusqu'à rédiger une convention d'occupation des locaux qui pourra permettre de déterminer les modalités de mise à disposition, ce qu'on met à disposition des pompiers, quels sont les critères de sécurité, les aspects responsabilité et assurance également peuvent être donc formalisés dans une convention préalablement à la réalisation d'un exercice. Alors, vous pouvez aussi vérifier et faire valider un certain nombre de choses. Donc, on a vu ce qui était plutôt les choses qui relevaient du bâtiment des services techniques auprès de la direction de la com et du conseiller en prévention
des risques professionnels. Là, c'est peut-être à ce moment-là, enfin, il faut faire valider, en tout cas auprès de votre direction, si vous choisissez de faire un exercice plutôt surprise ou quelque chose qu'on programme et où on prévient du coup l'ensemble du personnel de l'établissement. Effectivement, comme on l'a déjà évoqué, l'effet de surprise peut permettre de tester un certain nombre de choses sur les agents, la capacité d'organisation dans l'urgence. Ceci dit, ça peut aussi être un peu déstabilisant, donc voilà, c'est un choix qui doit être fait en connaissance de cause et selon ce qu'on veut mettre à l'épreuve lors de l'exercice. Il va falloir déterminer aussi là en amont et donc auprès de la direction la question de des modalités de mobilisation des volontaires. Comment ça se passe? Donc cette chaîne d'appel, est-ce que c'est des SMS, est-ce que c'est des appels? Comment tout ça fonctionne? Ça peut être intéressant pour vous, et je pense qu'on y reviendra avec certains rétextes des collègues un petit peu plus tard, d'intégrer dans la confidence, le service communication en fait pour valoriser l'exercice et puis alors évidemment prévoir un certain nombre de signalétiques s'il y a des choses qui se passent dehors pour éviter d'alarmer la population locale. En tout cas, ça peut être une bonne idée de valoriser ce que vous faites, cet exercice. Et puis, alors là, c'est peut-être plus en interne, mais c'est extrêmement important de documenter tout ce que vous ferez lors de l'exercice. Vous avez vu sur les photos que j'ai montrées précédemment là, de l'exercice au C2RMF, il y avait un petit caméraman. Ça permet aussi voilà, de photographier, d'avoir un peu de la doc sur tout ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Il faut quelqu'un qui soit chargé d'établir le chrono pour les retours d'expérience dont on parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc ça c'est un élément très très important de documenter votre exercice. Alors, vous avez fait tout ce gros travail de préparation en amont, le jour J approche. Il y a un certain nombre j'allais dire de petites choses, plus ou moins petites, mais en tout cas à faire un petit peu au dernier moment. Donc le jour J, J-1, J-2, vous vérifiez, vous préparez votre terrain, donc vous vérifiez que tout est bien positionné, qu'évidemment, si vous avez fait le choix de travailler sur des œuvres factices, que vos vraies œuvres soient évacuées et en sécurité quelque part. Si vous avez fait le choix dans votre scénario, donc comme on l'avait fait nous en 2019, d'utiliser de la fumée froide, eh bien il va falloir positionner votre appareil générateur de fumée et puis, si nécessaire, bâcher, en tout cas protéger un certain nombre d'équipements qui pourraient être sensibles et puis faire un test pour vérifier que tout marche bien. Donc c'est ce que vous voyez là sur les photos. Donc vous voyez qu'on a bâché les portes notamment, puis un certain nombre d'éléments un peu fragiles et puis on a fait un test pour vérifier que le générateur fonctionnait correctement et qu'on pourrait bien l'utiliser le jour J. Alors justement, si vous faites ce choix d'utiliser un générateur de fumée, ce qui peut vous mettre dans des conditions un peu réelles, voilà, où on voit pas grand-chose, eh bien, préférez une solution à base d'eau déminéralisée et de propylène glycol plutôt qu'une solution à base d'huile minérale, parce que cette solution à base d'huile minérale va pouvoir produire un dépôt sur les surfaces exposées. Donc voilà, choisissez ce que vous utilisez pour cette fumée. Évidemment aussi, par prudence, on conseille de limiter le temps d'exposition et puis évidemment, préalablement, de s'assurer que l'extraction des fumées pourra se faire correctement et rapidement dans la pièce parce que, donc voilà, faut pas que ça reste trop longtemps non plus et donc effectivement, on rappelle que ça peut être pas mal de bâcher préventivement un certain nombre d'équipements, voire d'œuvres aussi. Alors, je suis allée trop vite, non c'est bon. Donc selon le scénario que vous avez choisi, donc on a vu qu'en amont on avait pu brûler, faire subir différentes choses à vos œuvres sacrificielles. Au dernier moment, il faudra les remouiller. Si vous avez choisi un scénario incendie avec extinction pour qu'elle soit un peu dans des conditions réelles, donc il va falloir voilà, bien les inonder avant le démarrage de l'exercice. Et puis, c'est ce que j'évoquais un petit peu avec la question des fumées, travailler sur l'espace pour le rendre plus vrai que nature, c'est-à-dire, voilà, on se trouve dans des conditions de sinistre, alors il y a de la fumée, il y a de l'eau par terre, il n'y a pas d'électricité parce
parce que voilà, elle a été coupée lors du sinistre. Il y a des choses qui sont renversées. Donc voilà, travailler un peu aussi sur la mise en scène pour créer des conditions un petit peu réelles pour que tout le monde soit bien dans le bain. Évidemment, avant le démarrage plutôt de l'exercice, prenez le temps de briefer, de rebriefer a priori vos équipes. Donc prenez quand même un petit moment avant le démarrage pour bien rappeler qui fait quoi, qui est où, etc. En leur rappelant ce qu'ils doivent faire et puis comment ça va se passer, le déroulé de l'exercice dans les gros traits. On a parlé de scénarios incluant ou pas des victimes. Eh bien, si vous avez des collègues qui jouent le rôle de victime, vous leur rappelez où est-ce qu'elles doivent se mettre, comment elles doivent un peu réagir, ce qu'on attend d'elles, ou si vous utilisez un plastron, un mannequin, eh bien positionnez-le correctement. Donc nous en 2019 on avait 2 victimes, une fausse victime qui était jouée par un mannequin qui était par terre, et puis on a une collègue qui est montée sur le toit et dans le scénario on lui avait dit qu'elle, bien sûr en toute sécurité, je vous rassure, mais qu'elle menaçait de se jeter du toit face à l'incendie, et donc des pompiers sont venus la récupérer. Reprenez le temps aussi lors du briefing de bien répartir les rôles entre les observateurs. Donc vous allez sûrement dans le cadre de votre exercice avoir un certain nombre d'observateurs qui vont être là pour prendre des notes, prendre des photos, etc. Établir le chrono. Et bien rappelez-leur qui fait quoi. Qui se met. Alors déjà il faut les identifier effectivement pour bien savoir qu'ils ne sont pas complètement partie prenante de l'exercice, qu'ils sont là en observateur. Et puis, rappelez-leur, en tout cas, répartissez-les dans différentes zones pour que la documentation de l'exercice puisse être assez exhaustive. Alors, pour terminer sur cette étape, quelques liens vers des vidéos où vous pourrez voir un certain nombre d'éléments que je vous ai rappelés ici. Donc voilà, 3 exemples de vidéos où on a travaillé sur des exercices de gestion de sinistre, alors qui n'incluaient pas donc la manipulation des œuvres. Donc un exercice à Angers, un autre à Nantes et un dernier à Évreux. Et d'autres vidéos où là, on a fait le choix au contraire de faire des exercices avec manipulation d'objets sinistrés. Donc un exemple au Louvre-Lens, un exemple à Nantes et un exemple chez nos voisins suisses à la Cinémathèque. Voilà, et je relaisse la parole à Marie qui va vous parler du déroulé de l'exercice. Alors, le déroulé de l'exercice, on va dire de manière un peu typique pour les exercices de grande ampleur, qui engagent à la fois les services de secours et les volontaires. Donc, comment ça se passe ? On essaie de faire un exercice qui se rapproche le plus du réel. Donc la première chose, c'est d'enclencher la détection incendie, donc soit de manière manuelle, soit de manière automatique avec un générateur de fumée froide. Donc après, on va avoir la levée de doute. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo. Le collègue pompier du SPSI qui vient pour faire la levée de doute et confirmer ou pas l'alarme, la détection qui a été identifiée. On enclenche l'alarme qui du coup engage l'évacuation du personnel. Donc ce que vous voyez sur la deuxième photo. Donc de nos collègues qui, pour le coup, c'est un exercice surprise qui n'est pas du tout informé de la réalisation de cet exercice. Donc là, vous voyez les collègues qui descendent tranquillement de Flore. Et puis après, l'arrivée des pompiers, la mise en place du PC, la prise de contact avec les personnels sur place, les reconnaissances qui sont faites. Et comme Juliette vous l'indiquait, on avait des victimes. Donc en premier lieu, l'évacuation et la prise en charge des victimes. La mise en place des moyens de lutte contre l'incendie. Donc c'est ce que vous voyez ici sur cette image, la quatrième, à droite, la deuxième en partant de la droite. Et puis après, donc on déclenche le plan de sauvegarde, on informe les pompiers qu'il y a des œuvres à évacuer. Donc là, on enclenche le plan de sauvegarde. Ça permet de créer le secteur sauvegarde des œuvres et on aura ensuite l'évacuation des œuvres qui seront assurées par les pompiers. Alors, en parallèle, les volontaires qui sont engagés dans l'exercice
Le coordinateur du plan de sauvegarde, son rôle, c'est d'être l'interlocuteur unique du COS, du commandant des opérations de secours. Donc là, c'est vraiment lui qui va faire le lien entre les pompiers et l'établissement pour identifier, récupérer les œuvres qui sont prioritaires. Ensuite, ce coordinateur va aussi organiser les équipes, les affecter sur différentes missions et organiser ces équipes en fonction de si c'est des équipes d'évacuation, de traitement, de sûreté ou de logistique. Les œuvres ensuite qui sont déplacées dans l'espace de repli par les pompiers sont prises en charge par l'établissement. Donc là, c'est là où c'est dans cette zone de repli qu'on va avoir l'échange entre les pompiers et l'établissement pour la prise en charge des œuvres qui seront ensuite déplacées par les volontaires vers la zone de traitement où elles seront ensuite traitées. Alors, petit point non négligeable, c'est que malgré le fait que ce soit un exercice, bien souvent on se prend au jeu et on a envie, on vit l'exercice comme une vraie situation d'urgence. Donc, c'est important de prendre en compte ce facteur-là, de faire attention au stress que ça peut générer à la fois aux volontaires, mais aussi aux collègues qui ne sont pas forcément au courant de l'exercice et qui donc vivent aussi l'événement comme une surprise. Voilà, donc faire attention à tout ça, prendre en compte la nécessité de faire des pauses et d'aménager des petits moments de détente pour qu'on puisse tenir sur la journée. Et puis à la fin, on aura 2 rétex, un rétex à chaud qui se fait entre pompiers, donc là pour lequel nous on n'est pas conviés, au PC, et puis après un rétex avec les pompiers et les volontaires pour discuter de l'exercice et de sa tenue. Et puis, in fine, on aura un dernier rétex plutôt à froid, en interne, qui permettra ensuite de voir les choses avec un peu plus de recul, plutôt que de se dire bah, « c'était super, on a passé un bon moment ». Ce qui est généralement le cas quand on fait un exercice. Donc là, ça permet quand même de prendre un peu de distance et de voir ce qu'il est vraiment utile d'améliorer. Alors, un moment qui n'est pas forcément le plus sympa de l'exercice, mais néanmoins nécessaire, qui est la partie de nettoyage. Bon, vous voyez quand même qu'on garde le sourire. Ça génère beaucoup de déchets. Quand on a tout inondé, tout est bien cracra dans les espaces. Là, on est dans un atelier de restauration qui doit redevenir fonctionnel le lendemain. Donc, on a quand même un gros coup de ménage à faire. Nettoyer le matériel qu'on a utilisé, tout ce qui va être réutilisé, les bacs, etc., tous les moyens qu'on conserve, évidemment pas le consommable. Toutes les œuvres qu'on a utilisées, les œuvres sacrificielles, comme on vous l'a dit là, pour nos ateliers tartouilles, ça nous a quand même bien occupé tout l'été. Donc l'idée c'était quand même qu'on les capitalise et qu'on puisse les réutiliser pour d'autres exercices. Donc toutes celles qu'on a pu conserver, on les a faites sécher et puis on les a pour le prochain exercice qu'on fait bientôt d'ailleurs. Et puis après, on rédige le rétex avec le chrono, le déroulé des actions, vérifier si tout a bien fonctionné, s'il y a certains points qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit améliorer et comment. Alors, on voulait partager avec vous le retour des volontaires sur l'exercice 2019, comment est-ce que ça a été vécu pour eux et quels sont les enseignements qu'ils ont pu en tirer. Donc, première chose déjà, c'était l'apprentissage du savoir-faire. Savoir s'organiser, se mettre en place, identifier les rôles et les compétences de chacun, connaître sa fonction et s'y tenir aussi, gérer la masse d'œuvres sinistrées. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que les stagiaires découvrent, c'est-à-dire que les œuvres arrivent dans l'espace de repli, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, et puis généralement, théoriquement, on se dit c'est dans l'espace de repli qu'on va faire le tri. Non, parce que c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des quantités astronomiques d'œuvres ou de documents à traiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réalise aussi au moment de l'exercice. Donc cette prise de conscience des flux massifs. Et puis aussi, ce qu'on apprend à faire, c'est d'apprendre à canaliser son énergie, à se préserver, parce qu'en fait, on est dans un moment qui n'est pas notre quotidien et qui va être très énergivore et pourtant on va devoir s'économiser pour pouvoir tenir un peu dans la durée. Donc, ces moments aussi de gestion du stress sont importants dans le cadre de l'exercice à éprouver.
Après, il y a un volet de communication. Alors, ce que les stagiaires nous ont fait remarquer, c'est que les pompiers, ils ne voyaient pas les pompiers faire de grandes phrases et communiquer longuement sur ce qu'ils devaient faire, contrairement à nous. Donc, c'est aussi le moment de se dire qu'il faut trouver des moyens de communiquer en étant simple, efficace et sans pour autant réduire les informations et le discours qui doit être transmis. Savoir garder sa place, respecter la hiérarchie qui a été préalablement établie. Se soutenir aussi quand les choses ne se déroulent pas forcément bien, et c'est le but de l'exercice aussi. C'est pas nécessairement de faire un exercice qui réussit à 100%. D'ailleurs, c'est pas son objectif aussi. C'est de voir justement ce qu'il faut améliorer. Donc évidemment, c'est de pas incriminer les gens. On est dans un exercice collectif, donc on en supporte tous la responsabilité, et donc on se soutient aussi tous. Les interactions entre les groupes, comment communiquer, comment rester calme et faire face au stress d'autrui. Et in fine, un apprentissage aussi de savoir-être, savoir déterminer ses propres limites, apprécier ses forces et aussi donc ses faiblesses, faire preuve d'initiative et d'un sens d'adaptation, se positionner, être en capacité de diriger quand on est dans ces fonctions-là. Et puis écouter son corps, économiser ses forces, d'autant plus si la situation de crise dure plusieurs jours. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire de manière un peu générale sur la préparation des exercices, les conseils et le déroulé d'un exercice type. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, je laisse la parole à monsieur Alain Chevalier, conseiller prévention à la MISA, qui va vous parler des outils méthodologiques et surtout, je pense qu'il le précisera, mais ça a été un travail qu'il a occupé pendant de nombreuses années, la réalisation d'exercices, donc c'est un peu l'expert. Merci Marie. Bon, je suis désolé, j'ai des petits problèmes de santé, donc si de temps en temps vous voulez me faire des pauses, c'est normal. J'ai un petit problème facial là, que j'aimerais bien traiter rapidement, mais bon, on va essayer de faire avec. Alors, quand tu disais Marie, et merci de m'avoir invité, que tu as vu de façon générale, je pense que vous avez vraiment vu dans le domaine très détaillé. Voilà, et donc c'est très bien. Moi, je vais essayer de remonter un peu dans le temps et vous dire que tout ce qui vous a été dit depuis tout à l'heure, ça existe dans des guides qui sont, les références sont dans ma présentation. Il y a un guide qui s'appelle Memento 10 points, donc qui est sur le site du ministère de l'Intérieur. Et donc tout ce qui a été dit là, vous le trouvez. Et ensuite le deuxième qui parle des exercices cadres et des exercices terrain. Et tout ce qui a été dit là, vous allez le trouver aussi dedans. Voilà, donc vous trouvez une synthèse de tout cela à l'intérieur des guides. Voilà, ça c'est dit. Bon. Donc je me suis effectivement pas présenté, donc je suis conseiller sécurité des patrimoines au ministère de la Culture, nous sommes deux. On se partage les 89 cathédrales de l'État, mais pas que, on fait aussi les châteaux, on fait enfin tout ce qui concerne les MH. Et auparavant, effectivement, dans une autre vie, quand j'étais pas en retraite, j'étais pendant 3 ans, de 2008 à 2011, au ministère de l'Intérieur, au COGIC, au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, en charge de la planification des exercices en France. D'où l'écriture de ces guides, et d'où un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir, qui sont très importantes. En parallèle de cela, j'ai formé les sites PC, donc les chefs des services interministériels de défense et de protection civile des préfectures. Et en même temps, depuis 15 ans maintenant, je forme des étudiants en gestion des risques et des crises, à savoir monter des exercices de crise. Voilà. Et dans les projets, puisqu'on parle de projets, peut-être qu'on pourrait aussi écrire un guide tel que ceux dont on vient de parler, mais qui serait spécifique au plan de sauvegarde des biens culturels. Et pourquoi pas. Alors, j'ai mis un art difficile mais nécessaire.
Voilà, parce que le problème, bien souvent, et je le constate depuis 2 ans que je suis au ministère de la Culture, les plans de sauvegarde des biens culturels, quand je suis arrivé, il y a un tableau de suivi que je suis en train de mettre à jour là pour début d'année. Et pour les plans de sauvegarde, pour les cathédrales, il y avait marqué « en cours ». Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que vous appelez en cours? En fait, on n'a pas fini de travailler sur le plan, on n'a pas fini les fiches. Je dis, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous alliez voir les pompiers, ce qu'ils n'avaient pas fait. Et vous allez dire, voilà, on a un début de plan, quel qu'il soit, et avant d'aller plus loin, ça serait bien qu'on fasse un exercice ensemble. Puis vous me disiez tout de suite, non mais là vous arrêtez tout parce que c'est pas bon, on travaille pas comme ça, là c'est bon mais il faudrait préciser telle chose, les axes les lieux de repli c'est où? Parce que bien souvent ils apparaissent même pas sur les plans. Donc on a des fiches qui sont très détaillées, qui dit que là il faut 4 pompiers, 2 échelles, et que le poids de la statue il fait tant. Mais après, comment je fais pour joindre les gens, pour les appeler pour qu'ils viennent sur le terrain, vers quelles sont les zones de repli, tout ça je ne l'ai pas. Voilà. Donc les exercices sont non seulement nécessaires, mais c'est eux qui vont vous aider à faire le plan. Voilà. Votre PSBC, sans exercice, il n'existe pas. Il est que sur le papier, mais c'est du virtuel. Il n'y a aucun... Voilà. Donc, commencez d'abord par aller voir les pompiers en disant, voilà, on a un plan de sauvegarde à mettre en place, que ce soit pour les bibliothèques, que ce soit pour les archives, que ce soit pour les MH. Et donc, voilà, vous dites, je viens avec mes petits éléments, et puis comment on peut travailler ensemble. Voilà. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Voilà. Alors, quelques généralités sur l'importance des exercices. On va revenir un peu sur des choses qui ont été dites, mais je vais monter moi un peu plus haut dans le niveau de décision. Donc, vous ne ferez pas d'exercice sans l'application des échelons décisionnels. Alors, effectivement, ça commence par le préfet, ça commence par le chef du service interministériel de défense et de protection civile. C'est celui qui est en charge dans une préfecture de mettre en place la démarche Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile. Donc, de tout ce qui est planification. Et dans les planifications, on va trouver quoi? Notamment depuis la loi Matras qui a repris la loi de 2004 sur la loi de modernisation de la sécurité civile. Et on dit quoi? On dit que, maintenant, il faut faire des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde. Alors avant, on le disait déjà, sauf que c'était limité aux communes qui avaient un plan particulier de risque naturel, de risque technologique, et éventuellement en Île-de-France, plan particulier de risque inondation. Parce qu'à part l'Île-de-France, ça n'existe pas ailleurs. Enfin, ça existe, mais en aucun cas on parle des plans de sauvegarde des biens culturels dedans. Voilà, il faut le dire. Donc, ces sites PC, ils sont en charge maintenant, ils n'ont plus le choix, parce qu'avec la loi Matras, on dit que toute commune qui a minimum un risque majeur doit faire son plan communal de sauvegarde. Alors déjà, pour passer à travers les trous, ça devient compliqué. Et les communautés de communes, à partir du moment où elles ont une commune qui a un PCS, doit faire un plan intercommunal de sauvegarde. Et où se trouve le PSBC dedans? Effectivement, il n'apparaît pas comme ça. Sauf que si vous avez des monuments historiques, des archives dans votre commune, vous êtes obligé de le prendre dans les risques. Et le risque, pourquoi? Parce que la loi dit quoi? Que la sécurité civile est là pour protéger les personnes, les animaux, les biens et l'environnement. Voilà, tout est dit. D'accord? Alors, donc après, les DRAC, les UDAP, bien évidemment, les CAO, les directeurs, directrices d'établissements possédant des biens culturels et les pompiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les textes qui régissent, donc il n'y a pas que le code du patrimoine, il y a le code de sécurité intérieure, comme je viens de vous le dire. Donc c'est inscrit dans la loi de 2004, qui a été précisé dans la loi Matras, avec, je vous dis, une obligation maintenant de faire un exercice plan communal de sauvegarde et plan intercommunal de sauvegarde tous les 5 ans. Donc, si l'occasion vous est donnée, regardez, mais vous devriez voir avec les maires, surtout dans les maires des grandes villes, afin que vous soyez inscrits dans la partie risque lié aux biens pour faire ces plans communaux de sauvegarde. Enfin, du moins, ces plans de sauvegarde des biens culturels. On est toujours dans la sauvegarde. La prise en compte des objectifs centraux fixés par l'administration centrale.
Donc il y a des notes, hein. Il y a la note du directeur général du patrimoine du 10 juin 2016 et une note du ministre de l'Intérieur du 19 mai 2019. Ah tiens, 19 mai 2019, bah oui, comme par hasard, elle fait suite au feu de Notre-Dame. Voilà, et donc elle précise à tous les préfets qu'ils se mettent en liaison avec leurs pompiers pour mettre en concordance les plans étarés, donc établissements répertoriés, avec les plans de sauvegarde des biens culturels. Voilà, et donc petit à petit, on voit que les pompiers, parfois c'est eux qui viennent vers les unités départementales d'architecture du patrimoine ou autres pour dire, ben voilà, il faut qu'on a un plan étaré et donc il faudrait qu'on fasse le lien entre les deux. Quand je dis faire le lien, ne veut pas dire mélanger les deux. Or, et c'est bien d'où l'intérêt aussi de faire des exercices, c'est que le pompier, il pense qu'il a besoin de tout avoir, donc il trouve le plan de sauvegarde des biens culturels, il dit, ah ça c'est bien, hop, et il l'intègre dans son plan étaré. Sauf que c'est quand même des informations sensibles, et donc c'est pas la peine de les avoir entraînées dans un centre de secours. Donc il faut pas mélanger les deux, il faut dire à l'un, je dois être prévenu, et je fais en sorte que le plan de sauvegarde des biens culturels, il soit un endroit qui est connu sur le plan étaré, où il dit, ben voilà, pour une cathédrale, il est positionné au presbytère, à la sacristie, au commissariat qui se trouve en face, etc., etc. Toutes les solutions sont possibles, à condition que ce soit bien marqué dans le plan des pompiers, où se trouve le plan de sauvegarde des biens culturels. Voilà. Plutôt que l'avoir dans son plan étaré, parce que par expérience professionnelle, et je sais, j'étais 5 ans chef opération, quand j'avais des plans, notamment les plans industriels à Sanofi Aventis par exemple, on arrivait sur place avec notre plan, et ils nous disaient, ah mais il n'est pas à jour votre plan, parce que ça c'est plus bon, ça c'est pas bon. Ben, c'est pareil pour les plans de sauvegarde, si vous avez des œuvres qui sont plus là parce qu'elles sont parties en restauration, ben, vous allez vous retrouver avec le même problème. Donc il vaut mieux avoir un plan à jour, qui est le vôtre, qui est celui qui est dans l'édifice, que ce soit le musée, la cathédrale, etc. Et puis de dire aux pompiers, voilà, il se trouve là. Et donc si moi j'arrive avec un peu de retard, au moins déjà vous allez trouver le document. Voilà, et donc la prise en compte, alors le guide PSBC, ben, on en a parlé, c'est celui que tu as fait Marie, qui existe déjà, mais je pense qu'on peut aller plus loin, faire un guide exercice PSBC. Et plan sécurité des cathédrales 2023 qui insiste lourdement sur cette problématique. Et la différence, c'est que maintenant, on ne veut plus me voir marqué en cours. On veut que, et donc, on a rajouté une case avec marqué exercice avec les pompiers. Voilà. Et donc, nous, à partir du moment où il y a un exercice, un premier exercice qui a été fait avec les pompiers, quel que soit le niveau d'aboutissement du plan, eh bien, pour moi, c'est validé, c'est-à-dire que le lien est fait. Voilà, il y a un travail en commun qui se fait et c'est parti. Voilà. Et donc après, pour nous, au ministère, ça y est, c'est parti, les deux sont connectés. Et donc, on verra pour la suite. D'accord ? La prise en compte des risques définis au niveau départemental, bah oui, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, votre plan de sauvegarde des biens culturels, il doit s'inscrire dans une démarche Orsec, qui est l'organisation de la réponse de sécurité civile, notamment si vous avez un risque inondation important. On vient de le voir en ce moment avec les plans Cévenol, on l'a vu avec les inondations dans le Nord. Donc quand j'étais à Lille, à Sciences Po Lille, cette année, j'avais vu un article de journal où il y a le préfet qui disait qu'ils étaient déjà rendus à 4 activations du centre opérationnel départemental en 1 mois. Donc normalement, savoir que la règle, c'est un exercice par trimestre, par préfecture. C'est bon, il en avait fait 4 en 1 mois. Donc voilà. Mais c'est là-dedans qu'il faut s'intégrer. Alors, les grandes étapes par ordre chronologique. Bah, votre exercice plan de sauvegarde, comme ça vous a été dit avant, il y a différents types. Donc il faut planifier tous ces exercices. Et dans ces exercices, ça commence déjà par un exercice simple, qui n'a pas besoin de mettre 3 mois pour être préparé, c'est tester la liste des personnes à prévenir. Parce qu'elle change tout le temps, il y a des gens qui sont mutés, donc il faut vérifier que les numéros sont à jour. Parce que nombre de fois où les gens disent bah, on a appelé, puis il n'y a personne qui répond, ou la personne dit bah, non mais moi je ne suis plus là. Voilà. Donc c'est un exercice, tester les lignes téléphoniques, tester les adresses mail, etc.
Donc la programmation pluriannuelle et annuelle et avec les ajustements possibles, c'est effectivement de dire, ben voilà, on fait tous les semestres un exercice de test des lignes téléphoniques pour voir si on est bien sur les mêmes personnes. Ça peut être un test effectivement sur la phase d'alerte, que la phase d'alerte. Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'exercice partiel, je vais y revenir. On n'est pas sur l'exercice général, comme tu l'as dit, ou grandeur nature, où vous avez tout, les pompiers, tout le monde est là sur place. Il y a plein d'exercices intermédiaires à faire avant d'en arriver là, parce qu'effectivement, comme ça a été dit à un moment donné, il faut commencer tout doucement, voilà, faire des petits exercices partiels avant d'arriver à un exercice majeur. La préparation, bon, ça a été évoqué, donc effectivement ça se prépare, un exercice, mais je vais y revenir. Je vais vous montrer un cahier des charges tel que je les ai mis en place depuis plus de 10 ans. Les réalisations et effectivement après le retour d'expérience. Donc résultat, on a ce qu'on appelle la route des mines avec le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on teste et puis le retour d'expérience nous fait améliorer certaines choses et puis on sait qu'on va retester avec une nouvelle dimension. Et comme ça a été dit fort justement, il ne s'agit pas de piéger les gens, mais d'apprendre, et c'est la différence entre la phase d'urgence. La phase d'urgence, c'est vous testez votre plan, ce qui est écrit. Et puis la dimension de crise, c'est quand c'est pas écrit. Et donc ça veut dire que à chaque fois, faut que ça se passe de manière humoristique, mais de faire comprendre aux gens qu'on va rajouter quelque chose sur lesquels ils ne s'attendent pas. Et qui prennent l'habitude en disant qu'est-ce qui va nous tomber sous le museau ce coup-ci. Voilà. Et effectivement, ça peut être quelqu'un qui arrive complètement hystérique, ça peut être n'importe quoi, qui fait que, eh bien, on n'est pas dans le même scénario. Pourquoi ? Parce que naturellement, quand on est en crise et quand on se retrouve dans ces situations de stress, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de reproduire la fois suivante ce qu'on a appris de la fois d'avant. Sauf que, justement, en gestion de crise, c'est jamais deux fois la même chose. Nous, les pompiers, on dit toujours qu'un feu ne ressemble jamais à un autre feu. Donc, on prend toujours le recul en disant, voilà, de quoi s'agit-il ? Voilà. Et on prend bien le cadre espace-temps. Il faut savoir dans quel espace je suis, dans quel temps. Voilà. Parce que tout ça, c'est important. Je dis souvent, un feu d'habitation dans un immeuble de 10 étages à 3 heures du matin, c'est la panique. Tous les gens sont pris dans le sommeil. Le même à 3 heures de l'après-midi, bon, déjà il y a beaucoup moins de monde normalement, d'accord ? Je change, je mets ça dans un immeuble de bureau, c'est l'inverse. Ou une école, c'est l'inverse. En journée, c'est un craint. En 3 heures du matin, ça craint pas. Donc vous voyez bien que ce cadre espace-temps, il est hyper important parce que comme effectivement, il va déterminer votre scénario d'exercice en disant qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de se placer, effectivement, on peut avoir en journée, comme ça peut être en nuit. Je rappelle toujours que Notre-Dame, c'est arrivé à 18 heures. Et donc, si ça serait arrivé à 3 heures du matin, je pense que là, la cathédrale, on l'a perdue complètement, quoi. Voilà. À 18 heures, on avait encore du monde. On avait un agent de sécurité. Et je rappelle qu'à part Notre-Dame, c'est la seule cathédrale où il y avait un service de sécurité H24. Donc toutes les autres, il n'y en a pas. Voilà. Et tout ça, ça doit être conditionné sur ce que vous dites derrière. Bon, je suis bavard, je vais essayer d'avancer quand même. Pour l'instant, ça tient. Alors, les points clés, c'est les textes, on en a parlé tout à l'heure, et les interactions avec les thèmes d'exercice. Parce qu'il n'y a pas d'exercice sans objectif. Donc, effectivement, commencez d'abord par vous poser la question, qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi l'objectif ? Et comme on le verra, il y a un objectif général, puis après, il y a des objectifs intermédiaires. Mais les objectifs intermédiaires, il ne faut pas en mettre 15. Parce que ça veut dire qu'il faut un évaluateur pour chaque objectif intermédiaire. Donc là aussi, il faut rester prudent en disant, voilà, qu'est-ce que je veux tester ? Et puis la fois d'après, je testerai autre chose. Voilà. Donc pas trop d'objectifs. Et du coup, mon thème doit coller à l'objectif et non pas l'inverse. C'est pas, je ne dois pas définir mes objectifs par rapport au thème que j'ai choisi. Le thème, ça vient après. Comme je dis souvent, c'est comme faire une dissertation. Avant de commencer à rédiger, il faut déjà dire de quoi décortiquer le sujet, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire un plan détaillé, et puis après seulement je vais commencer à rédiger. Alors, donc la programmation, on l'a dit, la réunion des collèges des chefs de service, l'équipe projet, la répartition des compétences, voilà, c'est tout ce que vous avez évoqué. Mais là, je le reprends de manière un peu plus générale en disant qu'il faut bien penser à tout ça. Les objectifs, je viens de le dire, l'animation des exercices, qui je mets pour l'animation ? Voilà. Alors, généralement, des gens qui ont un peu de bouteille, qui ont déjà du vécu, et qui sont capables de dire, faut que je les amène là pour qu'ils comprennent qu'il y a tel aspect qui est important. Bon.
les joueurs, mais aussi, il y a d'autres aspects, la logistique. On en a parlé tout à l'heure, mais si effectivement j'ai des figurants, comment je les amène? Est-ce que j'ai besoin d'une assurance ou pas s'il y en a qui se blessent? Hein? Est-ce qu'il faut que je les nourrisse ou pas? Voilà, je montrais tout à l'heure une photo à Philippe Micot. On avait fait un exercice attentat NRBC à l'école militaire. On avait tous les 200, on avait 250 personnes du groupement formation. Il fallait gérer tout ça, il fallait gérer leur tenue parce que ils étaient déshabillés pour être mis dans les douches. Donc où est-ce que je stocke les affaires, etc., etc. Voilà, donc tout ça, ça se monte en amont, sachant que l'exercice était inopiné. Voilà, donc il faut inopiner en prévoyant tout ça. Le financement, oui, là aussi, effectivement, vous voyez, dans la planification dont j'ai parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de quel budget je dispose. Est-ce que je peux effectivement faire des œuvres factices ou pas? Est-ce que je peux me les stocker pour me en servir d'un exercice à l'autre, etc. La sécurité, les conventions d'exercice, les assurances, je vous en ai parlé. Donc c'est quand même important que l'exercice on ne soit pas pourri parce que on a 2 personnes qui se sont blessées au cours de l'exercice et finalement tout le monde aura retenu que les 2 personnes qui se sont blessées au cours de l'exercice, quoi. Donc c'était pas le but. Les dossiers d'exercice, donc un dossier ça se monte à l'avance et il faut souvent pas confondre 2 choses, surtout si vous faites un exercice qui est en partie sur table entre les animateurs et les joueurs. Ah, c'est pas les mêmes dossiers. C'est les règles du jeu. Donc il y a le maître du temps, le maître du jeu, qui a les règles, et après il explique à ses animateurs ce qu'il attend d'eux, et puis ce qu'on attend des joueurs. Et ce qui est surtout important à noter dès le départ, c'est quelles sont les réactions qu'on attend des gens qui vont jouer. Voilà. Et effectivement, c'est important. Plus ils sont immatures dans la réalisation d'exercices, plus il va falloir expliquer les règles du jeu au départ. Voilà. Donc ça paraît fastidieux, laborieux, mais il faut commencer par ça. Et puis les gens, au fur et à mesure, vont s'habituer parce que, et encore faut-il faire des exercices souvent. C'est sûr que si on en fait un tous les 2 ans, il va falloir recommencer tout au début parce qu'on n'aura plus les mêmes personnes en face. Et donc il faudra tout reprendre à zéro. Les observateurs, la communication sur ou dans l'exercice, c'est pas la même chose. Communication dans l'exercice, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites venir quelqu'un, le service com, qui commence à interroger qui vont représenter les médias. La communication sur l'exercice, c'est de dire, voilà ce qu'on fait. C'est effectivement faire passer des messages en disant, voyez, on s'entraîne. Voilà, et inviter éventuellement des gens en disant, ah tiens, mais c'est intéressant, je pourrais peut-être essayer de participer au prochain. Les observateurs et les évaluateurs, c'est pas les mêmes gens. Un évaluateur, il vient, on lui a donné une fiche, et on lui dit, voilà, tu regardes ça, tu coches, voilà. Et surtout, l'évaluateur, il n'a pas le droit de parler à la fin. Parce que, comme on a dit, on parle d'un Rex à chaud. À chaud, c'est-à-dire que les gens, ils sont encore chauds, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ils ont vu les choses qu'ils ont bien faites, d'autres moins bien, et puis c'est normal, c'est humain. Mais enfin bon, je savais pas faire, quoi. Et donc si vous dites à l'évaluateur qui va dire ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, ça part en sucette. Voilà. Donc non, d'abord un exercice c'est toujours très bien. Voilà. Et puis on prend le temps d'eux et les évaluateurs on récupère les fiches et on va se servir ça pour faire le Rex à froid. Et au Rex à froid, on a oublié les noms des personnes qui étaient là, et on parle bien de la fonction. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est si la personne n'a pas été bonne dans sa fonction, la première chose à se dire, c'est est-ce que la fonction est assez explicite? Est-ce que si manifestement il n'a pas réussi, c'est que ça ne doit pas être clair dans la mission? Ou si manifestement c'est compliqué, je peux me dire que comme je ne sais pas qui sera d'astreinte ce jour-là et qui sera présent, il faut que je puisse faire en sorte que ce soit simple, quelle que soit la personne. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Et donc, c'est pas le moment à la fin de l'exercice de commencer à vouloir tout critiquer en disant ça c'était bien, pas bien. Voilà. Dire que bien entendu il y a des points améliorés. Comme je dis, il n'y a jamais de points négatifs dans un exercice. Il y a forcément des points améliorés parce que comme tu l'as dit, un exercice où tout a été parfait, c'est pas un bon exercice. Un exercice où tout a été faux, c'est pas un bon exercice non plus. Il faut trouver un point moyen entre les deux. D'où l'importance de définir en amont les réactions qu'on attend. Et de les pousser, de les amener. C'est-à-dire de faire en sorte, avec des stimuli, d'amener les gens à y penser eux-mêmes. Et quand on a obtenu ça, c'est bon, il y a l'impression que c'est eux qui l'ont deviné tout seuls.
Voilà. Les retours d'expérience et leur transmission, on en a parlé déjà tout à l'heure. Alors, en résumé, il faut ces 3 éléments-là. Un cahier des charges. Voilà. Et on va balayer tout ce que vous avez dit en détail, mais moi je vais le remettre sur un tableau qui existe dans le guide. Hein. Et ce tableau, il existe sous forme Excel, hein, tu le connais. Voilà, et ça, je donne à tout le monde sans aucun problème. Et en plus, il y a des petits onglets qui expliquent à chaque fois la case ce qu'il faut mettre dedans. Et l'important, c'est ça, c'est le cahier des charges, c'est votre disserte. Vous avez votre sujet de disserte et vous commencez à tout décortiquer, chaque mot. Est-ce qu'il y a un « et », il y a un « ou », voilà, est-ce qu'il y a des idées, des faits qui vont se rapporter. Donc je rentre dans le détail de tout. Et quand je fais tout ça, après seulement je vais commencer à dire comment je vais organiser ça et comment je vais le restituer. D'accord? Donc c'est le synopsis, où c'est un plan détaillé de l'exercice avec les grandes lignes dans le temps. Voilà, mais pour que mon exercice soit équilibré, parce que par nombre de fois où j'ai entendu, au début c'était bien. Puis après, on s'est un peu ennuyé, moi je n'avais plus rien à faire. Voilà, donc il faut essayer d'avoir des temps dans l'exercice et éventuellement des rebondissements. Voilà. C'est souvent ce que j'appelle le deuxième effet qui school, c'est-à-dire que où les gens commencent à se sentir bien parce que c'est là, hop, vous leur mettez un petit truc qui arrive, justement c'est là que vous faites l'élément perturbateur et qui malheureusement, la réalité dépasse souvent la fiction et ces éléments perturbateurs, ils existent tout le temps et vous les aurez tout le temps. Donc il ne faut pas avoir peur de le faire, c'est pas pour piéger les gens, c'est au contraire pour les maintenir en attention. Et enfin le chronogramme, le script, le scénario, vous l'appelez comme vous voulez, qui déroule ligne par ligne l'exercice quand il est sur table, avec une animation ou les grandes étapes pour l'exercice sur le terrain. C'est la pièce de théâtre telle que vous l'avez appris à l'école comme moi, avec soupir, voilà, ou énervé, voilà, puis un tel qui s'adresse à un tel, etc. Voilà, il est côté jardin, il est côté scène, c'est la même chose, d'accord? Avec quel support? Voilà, donc je vous ai mis le lien qui vous permet d'arriver sur je vous ai mis le lien parce que si vous voulez y aller tout seul, c'est un peu comme sur le site du ministère de la Culture pour essayer de chercher le plan sécurité cathédrale, vous allez perdre du temps. Donc autant suivre le lien, vous arrivez directement sur tous les éléments dont vous avez besoin et vous avez trouvé dedans tous les plans secs, tout. Ce qu'on appelle la documentation technique. Voilà, les mementos sur l'exercice sécurité civile, le guide méthodo sur l'exercice cadre et terrain, et comme je mets, guide méthodo sur l'exercice PSBC, à voir, à suivre. Voilà, alors, c'est pas forcément très lisible, mais c'est une copie de ce qui existe dans le guide d'exercice cadre, vous voyez, et on retrouve tout ce qu'on a dit là. Voilà, le type d'exercice, est-ce qu'il est partiel, général ? Est-ce qu'il est cadre ou terrain? Est-ce qu'il est préparé, inopiné? Voilà. Quel est le type de risque? Est-ce que c'est un risque naturel, techno, sociétal? Ça peut être plusieurs risques en même temps. Qui sont les niveaux des joueurs de l'exercice? Alors c'est pas niveau débutant, c'est pas ça que ça veut dire. C'est à quel niveau je me situe. Voilà. Est-ce que c'est un exercice au Louvre avec activation de la salle de crise du Louvre? Voilà, ce qui me rappelle une anecdote, on avait fait un exercice il y a des années où mon jeune officier PC, quand il a vu arriver une dame avec sa valise, il a dit « Madame dehors, on a réquisitionné la salle ». J'ai dit « Tu viens de virer la patronne du Louvre, si tu voulais me la faire rentrer, ce serait mieux, on pourrait avoir besoin d'elle ». Voilà, et oui, parce que nous aussi il faut apprendre, hein. Voilà. Et donc c'est l'intérêt de cet exercice en commun, c'est de comprendre que on n'est pas tous en tenue de pompier, quoi. Voilà. Voilà. Alors les objectifs, voilà, objectif général, comme vous voyez, les objectifs intermédiaires, là il y en a 3, et 3 c'est déjà pas mal. Et après, ce qu'on appelle le spécifique, c'est les savoir-faire ou les savoir-être. C'est ce que vous avez décliné tout à l'heure, hein. Mais là je l'aurais mis de manière un peu plus générale. Voilà. Après les acteurs, et ça c'est hyper important, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut voir quels sont tous les acteurs qui peuvent être impactés dans votre exercice PSBC. Effectivement, il y a les pompiers, et puis on a dit, il y a le bouclier bleu, hein, parce que c'est un peu comme la Croix-Rouge, hein, c'est-à-dire que là on a des nombreuses victimes qui sont des œuvres. Donc les pompiers, ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle la petite noria, effectivement, ils vont aller vers le lieu de repli, et ils vont poser ça là, voilà. Et après, qui sont les médecins d'urgence? Hein, qui sont les médecins urgentistes qui vont reprendre ces œuvres-là et qui vont les préparer avant de les envoyer à l'hôpital. On est d'accord? Voilà, c'est la même chose. Hein, donc il faut effectivement l'expliquer comme ça, en disant qu'il y a la petite noria, la grande noria, et tout ça, il faut que ça s'entraîne et que ça se parle. Voilà, et quand on parle comme ça avec les pompiers, c'est bon, ils comprennent.
Donc tous ces acteurs, bah, effectivement, ça peut être d'autres acteurs comme la SNCF, ça peut être d'autres acteurs, la mairie, etc., etc. Par exemple, donc on a fait un exercice à la basilique Saint-Denis. Bah, quand j'ai commencé, on m'a montré le lieu de repli, c'était la mairie. Bah, j'ai la mairie, si on se retrouve au moment des JO, comme là c'était le cas avec la Coupe du Monde de rugby, ça veut dire qu'il faut traverser l'esplanade avec des stands un peu à gauche, à droite. Je vois pas trop se balader avec les œuvres. Je dis, mais il y a une école à côté, l'école des jeunes filles de la Légion d'honneur. Ah oui, mais on n'a pas osé leur demander. Bah, je dis, on va oser. Donc on a été les voir. Ils étaient hyper contents. Voilà. Et en plus, donc en fait, quand vous ouvrez la porte, il y a une porte qui donne directement dans le couvent. Et le couvent qui est abrité et tout. Bon, bah voilà, donc maintenant la zone de repli c'est là. Voilà, et on l'a testé au cours de l'exercice. Voilà. Bon. En échange, ils ont demandé que vous pouvez les aider à faire leur PSBCE. Donc voilà. Donc, mais bien sûr, ça s'appelle des accords gagnant-gagnant. Voilà, donc les acteurs, mais ils sont publics ou privés aussi. Ça peut être aussi des acteurs privés qui peuvent vous intéresser. Donc la cinétique, bah, est-ce qu'elle est rapide, lente? Tout dépend, effectivement, si on a un exercice, on peut avoir un exercice plan de sauvegarde des biens culturels avec la montée de la Seine, d'accord? Je parle d'un lieu où on est, voilà, qui peut très bien se retrouver dans cette situation. Il paraît qu'elle monte en ce moment, voilà. Ouais. Donc, dedans. Les conditions météo, bah oui, voilà, on peut les simuler. La communication sur l'exercice, dans l'exercice, je vous en ai parlé. Les figurants, je vous en ai parlé. Voilà. Donc pourquoi un cahier des charges? On dit pour ne rien oublier des items essentiels à l'exercice, pour éviter les hors-sujets, hein, comme sur une dissert. Pour se mettre d'accord sur les règles du jeu et ne plus revenir dessus. Ah, ça c'est important. Ça aussi, c'est très important, votre cahier des charges. C'est-à-dire que vous le faites signer en disant on est d'accord, on valide. Combien de fois j'ai vu avec des préfectures, on fait un cahier des charges, puis tout d'un coup il y en a un qui dit ah oui, mais alors on pourrait, ouais, mais non, mais ça on l'avait, il fallait le dire l'autre jour. Maintenant on touche plus. Bon, alors des fois on touche quand même. Hein. Ouais, bon, mais il faut que ça soit à la marge. Il faut que ça reste à la marge. J'ai l'exemple comme ça d'un exercice séisme Richter qu'on appelait les exercices séisme à Grenoble. Et à Grenoble il y a le CEA. Et on a dit si vous voulez pas jouer. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bah, je suis quand même le CEA, séisme. Non, on n'a pas le temps. 15 jours avant le début de l'exercice, Fukushima. Et là, ils ont appelé, ils ont dit, bah finalement, on va jouer. Bon, on les a pris. Voilà. Donc on a quand même modifié le cahier des charges. Mais il faut que ça reste à la marge. À quoi ça ressemble ? Alors, je vous ai montré la première partie déjà, et voilà la deuxième partie, c'est le scénario avec les grandes lignes. Voilà. Et ça, il faut vous dire que systématiquement, ça commence par la phase 0, c'est la préparation, puis la phase 1, c'est le démarrage, voilà, mais le démarrage que quand on est sûr que tout le monde a compris les règles du jeu. Sinon, ça fait comme avec vos enfants, oui, t'as changé les règles, le jeu joue plus, et c'est exactement pareil, quoi. Donc il faut bien définir la règle, et être sûr que tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le livret joueur. Voilà, le livre joueur, tu lui donnes bien les règles, tu lui dis voilà ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est naturel. Les gens que vous faites jouer, surtout que ce n'est pas dans leur milieu habituel, ben, ils sont stressés. Et puis, qu'est-ce que fait la nature humaine quand elle est stressée ? Elle va trouver des... Il faut que le cerveau il trouve une solution. Donc, parfois, il s'auto-anime. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites mais ils n'ont toujours pas réglé le problème. Puis, vous leur posez des questions, ils disent ah si, c'est traité, on a traité ça une demi-heure. Ben, vous l'avez demandé à qui ? Et là, en fait, ils ont demandé à personne, quoi. Mais ça les stressait tellement qu'à un moment donné, le cerveau, il a considéré que c'était parce que ça le bloque. Donc, c'est fait. Et qui l'a fait ? Alors là, il n'y a personne. Voilà. Et ça, c'est la nature humaine. Vous y ferez rien. Donc, vous, à l'animation, vous avez intérêt à bien veiller à ça, parce que et de dire toute demande que vous faites, demande de personnel supplémentaire, demande de matériel, etc., doit passer par l'animation. Voilà. Parce que sinon, je dis, il s'auto-anime et il règle les problèmes tout seul. Donc après, la phase 2, c'est généralement un rebondissement. Puis après, on passe à la phase 3, qui est un point de situation. Et ça faites-le, parce que c'est important pour vous à l'animation, c'est de faire ce point de situation qui est, à un moment donné, de toute façon, quelle que soit la situation que vous allez gérer, que ce soit un plan de sauvegarde des biens culturels, un plan de sauvegarde communal, etc., vous allez devoir rendre compte à quelqu'un.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé du niveau des joueurs, vous avez vu, il y avait l'animation basse, j'ai passé, mais il y a l'animation haute aussi. L'animation basse, c'est ceux qui vous rendent compte de certaines choses. Et puis l'animation haute, c'est ceux qui attendent des comptes rendus. Voilà. Donc ben ici, c'est le patron du Louvre, comme ça peut être le ministère de la Culture qui va dire, bon, on en est où? Donc il faut au moins terminer cet exercice par une sorte de concentration des synthèses de tous les éléments qui sont arrivés tous les droits, pour qu'au moins le pilote qui a eu à gérer l'événement, ben vous lui dites, bon, est-ce qu'on peut faire le point ou savoir où vous en êtes? Ça lui permet, de se recentrer, de tout mettre au même endroit, hein, et ça le rassure d'une certaine manière, voilà. Éventuellement à d'autres qui n'ont pas pu s'exprimer, de pouvoir dire, ah oui, mais bon, on avait c'est comme ça parce qu'on a eu tel problème. On l'a vu en faisant en Arménie, hein, et en plus c'était pas simple parce qu'on parle pas arménien, mais on a réussi parce qu'on a fait ce point de synthèse avec ce point de situation qui était important avec le pompier et puis le responsable de culturel. Voilà, donc ça c'est hyper important, et c'est seulement après que vous allez faire le Rex à chaud, d'accord? Voilà, je pense que, alors, vous avez vu que j'ai mis, il y a une différence entre Direx et Diranime. Qu'est-ce que c'est? Ben, le directeur d'exercice, il peut annuler l'exercice purement et simplement. Donc, quand je faisais l'exercice attentat à Paris, ben, le préfet de police, il m'a fait le coup 2 fois, il a annulé l'exercice. Bon. Voilà, ben il est préfet. C'est lui qui est le directeur d'exercice. Voilà. Le diranime, c'est vous. C'est-à-dire c'est vous qui, la petite main qui avait tout préparé et qui faites tout votre exercice. Mais vous avez quand même quelqu'un au-dessus qui, pour une raison ou une autre, peut retarder l'exercice ou pour des raisons de sécurité, va arrêter ou disant non, là ça commence à être dangereux pour l'œuvre, on n'y touche plus. Donc ok, on a vu, mais on arrête là. Voilà. Ça c'est le Direx, d'accord? Voilà. Donc c'est le chef au-dessus. Pas confondre. On peut être Direx et Diranime, bien entendu. Mais c'est pas plus mal quand les deux sont différenciés. Et puis ça permet aux gens de prendre des responsabilités. Bon, ça je l'ai dit. Voilà, après, une fois que vous avez fait votre cahier des charges, on arrive à ça. C'est votre plan détaillé, c'est le synopsis. Et le synopsis, alors là, je vous en avais mis un méga là. C'était un exercice séisme qu'on avait fait à Lourdes. Bon, il n'y a pas eu de miracle, hein. Donc on avait 3 niveaux de jeu. On avait le centre opérationnel départemental des Hautes-Pyrénées qui jouait, le centre opérationnel zonal qui est à Bordeaux, et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises qui était à l'époque à Asnières. Voilà. Et nous, l'animation, ben, on était à l'étage d'en dessous à Asnières. Donc on envoyait nos informations, nos stimuli au COD qui lui devait répondre. Vous voyez, point de situation. Hop, il a envoyé un point de situation au COS qui, lui, on devait en rendre un point de situation et tout le monde boucle. Voilà. Mais pour faire ça, si vous n'avez pas fait ça avant, c'est pas la peine de faire un script, hein, vous n'y arriverez jamais. Donc il faut commencer par ça. Et donc vous voyez qu'en face, chaque réaction, eh bien, en face, il y a un incident ou une action, un événement, quelque chose. Voilà. Et donc il faut monter votre affaire comme ça. Et donc il ne peut pas y avoir de réaction que vous attendez de la part des joueurs sans avoir effectivement un stimuli en face. Voilà. Mais ça doit marcher dans ce sens-là. Et une fois que vous avez fait ça, alors je vous ai monté un très détaillé, mais il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Hein. Mais il faut tout le temps le faire. Donc pourquoi un synopsis? Pour mettre en vis-à-vis les événements et les incidents face aux réactions attendues. Et injecter en fonction des phases. Voilà. Et enfin, dernière phase, c'est ça, c'est le chronogramme. Donc c'est ligne par ligne, voilà, donc c'est un groupe horaire, un vecteur de communication, un émetteur, un récepteur. L'émetteur, c'est celui qui envoie, donc c'est quelqu'un de l'animation en général, voilà, qui envoie vers le récepteur, qui est là, c'est le site PC, ça peut être n'importe qui d'autre. Et donc l'événement, eh ben, un message adressé, bonjour, c'est le CODIS, la SNCF nous signale un déraillement de TER à hauteur d'un passage à niveau. Voilà, il n'y a plus d'informations pour le moment, etc., etc. Et vous avez tout de suite la réaction attendue, se faire confirmer le renseignement auprès de la SNCF, prévenir le préfet et ou le directeur de cabinet. D'accord? Voilà. Et donc ça, vous faites ça après ligne par ligne. Alors vous faites ça en groupe, bien entendu. Donc pourquoi un chronogramme? Pour scénariser les événements et les incidents afin de crédibiliser les exercices, pour donner une main courante au directeur de l'animation afin de contrôler les réactions attendues. Et, très important aussi, si pour une raison ou une autre, le diranime, il est malade, il a un petit problème à sa joue, il ne peut pas travailler, voilà, il peut être remplacé par n'importe qui parce que tout le monde est capable de reprendre le scénario. J'ai fini. Philippe, je
Je vais te laisser la parole. Bon, bien entendu, s'il y a des questions dans le chat, je suis à votre disposition pour y répondre plus tard. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est parfait. Merci beaucoup. Et merci d'être venu malgré les aléas. Merci beaucoup. C'était très clair et très riche de bénéficier de ton expérience. Donc un grand merci de nous la partager. On va faire 10 minutes de pause. C'est ça? Donc jusqu'à 50? Pas plus que 50? Ah, on est un peu en retard. 45. Bon, bah 5 minutes, alors c'est flash éclair. Hein. Mini pause. À tout à l'heure.